Je suis Laurence Louer, je suis professeure associée à Sciences Po. Je suis spécialiste du Moyen-Orient. J'ai travaillé il y a quelques années sur les citoyens arabes d'Israël et ensuite sur les mouvements islamistes chiites dans les monarchies du Golfe et plus largement sur les questions de sunnisme et de chiisme. Alors au départ, en fait, c'est un conflit politique. Ce qu'on est arrivé à appeler les sunnites et les chiites, c'était au départ deux factions politiques qui n'étaient pas d'accord sur la succession du prophète Mahomet à sa mort. Donc ceux qu'on appelle aujourd'hui les sunnites pensaient que Mahomet n'avait pas désigné de successeur, il n'avait pas de descendant mâle, et que donc au fond son successeur devait être, on va dire, coopté au sein de ce qu'on pourrait décrire comme l'oligarchie des compagnons de Mahomet. Et en effet, c'est l'un d'entre eux qui a été choisi pour être le premier calife. Le calife, ça veut dire le successeur, littéralement, Abou Bakr. Ceux qu'on a appelés par la suite les chiites pensaient au contraire que Mahomet avait désigné un successeur et que ce successeur, c'était Ali, qui était son gendre et son cousin, donc l'épouse de sa fille Fatima, et que par la suite, les successeurs devraient être désignés dans la descendance de Ali et Fatima. Donc en fait, on voit quand même une faction chiite qui a une conception dynastique du pouvoir, puisqu'elle estime, cette faction, que le pouvoir doit être transmis au sein de la famille de Mahomet. Au départ, c'est vrai que c'est politique, et par la suite, ce conflit politique s'est transformé en un conflit religieux avec des doctrines différentes, avec des méthodes aussi d'élaboration de la loi religieuse qui sont différentes. Il y a une conception au départ différente de la question de l'exercice du pouvoir. Parce qu'en effet, pour les chiites, Ali n'est pas seulement le successeur légitime de Mahomet, il est aussi infaillible sur le plan religieux. C'est-à-dire qu'en fait, lui, et par la suite ceux qu'on appelle les imams dans le chiisme, c'est-à-dire les descendants de Ali et Fatima, ils ont accès à un sens caché du message divin. Donc le chiisme originel reconnaît l'idée qu'il y a de l'obvi et puis du caché dans le texte sacré, dans le Coran. Et au fond, ce qui fonde la légitimité politique de Ali, c'est cette infaillibilité religieuse. Donc c'est cette compétence religieuse que, au fond, ne revendiquent pas les califes sunnites. Surtout après, on va dire, la période abbasside, les califes sunnites deviennent de purs gouverneurs politiques, de purs dirigeants politiques, si vous voulez. Alors qu'a persisté dans le chiisme, au fond, c'est cette idée, cet idéal d'une fusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. D'accord ? Alors je parle d'un idéal, bien sûr, parce que dans les faits, Ali a effectivement été calife, il a régné quelque temps, mais par la suite, aucun de ses descendants n'a jamais accédé au pouvoir politique, si vous voulez. Donc cette vision du pouvoir était en réalité toute théorique, et les imams, il y en a eu 12, d'après les chiites duodécimains, qui sont le courant majoritaire du chiisme, n'ont été que des leaders religieux. Sur le plan théologique, c'est-à-dire si on prend le terme théologique comme concernant la nature de Dieu, par exemple, non, il n'y a pas de grande différence. Ça reste de l'islam, des musulmans. Je vois deux différences principales. D'une part, des différences en termes de pratiques rituelles. C'est vrai que ce qui va distinguer le chiisme, notamment par rapport à ce qu'on pourrait appeler le sunnisme orthodoxe, c'est l'importance des pratiques de visite des tombeaux des imams. Donc les pèlerinages. Il y a bien sûr aussi tous ces rituels de mortification, notamment ceux qui sont pratiqués durant Ashura, où donc les chiites défilent dans les rues vêtus de noir et en fait pleurent la mort du troisième imam Hussein. C'est des choses qui n'existent pas dans le sunnisme orthodoxe et qui sont même condamnées par ce qu'on appelle le sunnisme orthodoxe. En revanche, c'est des pratiques qu'on peut retrouver dans un autre courant du sunnisme, le soufisme, qui est très très largement répandu, en particulier en Afrique du Nord, mais aussi
en Asie, où on retrouve aussi en fait ces pratiques de pèlerinage sur la tombe de personnages saints qui sont saints parce que précisément ils ont un accès direct en fait à Dieu et au divin, si vous voulez. Donc voilà, c'est un des points communs. Il y a une deuxième différence importante, me semble-t-il, entre sunnisme et chiisme, c'est sur les modalités de ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, c'est l'interprétation des sources scripturaires pour élaborer la loi religieuse, ce qu'on appelle de manière générique la charia. Les chiites ont une approche très rationaliste en fait de l'ijtihad, qui leur donne en fait une très grande liberté par rapport aux sources scripturaires. Ils considèrent que l'usage de la raison dans l'interprétation des sources scripturaires est parfaitement légitime. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à la doctrine chiite aujourd'hui et qu'on retrouve beaucoup moins dans les différentes variantes du sunnisme où le rapport à l'usage de la raison dans l'élaboration de la loi religieuse est beaucoup plus compliqué et beaucoup moins légitime. Le sunnisme et le chiisme ne sont pas deux blocs homogènes, il y a des courants à l'intérieur de chacun de ces grands blocs, si vous voulez. On a parlé du soufisme, donc, qui est une forme d'islam sunnite très répandue. C'est en fait ce qu'on pourrait appeler la religion populaire, donc caractérisée par le culte des saints notamment, et sous-tendue plus généralement par cette idée qu'il y a des choses cachées dans les textes et que seules certaines personnes ont accès à ce sens caché, ou bien que seules certaines personnes peuvent avoir un accès direct à Dieu. Donc c'est l'idée au fond que certaines personnes peuvent avoir un accès direct à Dieu, notamment par la pratique de certaines méthodes, par l'ascèse par exemple, et ce type de choses. Dans le chiisme, il y a également des courants. Alors il y a des courants soufis, bien que c'est beaucoup moins répandu que dans le soufisme. Il y a aussi eu des divergences au sein des chiites sur la légitimité de certains imams. Donc par exemple, les zaïdites qui sont aujourd'hui présents surtout au Yémen se sont séparés des autres chiites à la suite d'une querelle de succession portant sur le 5e imam. Les Ismaéliens, un petit peu après, donc, se sont séparés à la suite d'une querelle de succession autour du 7e imam. Et donc, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui en fait le chiisme orthodoxe, c'est ce qu'on appelle aussi le chiisme imamite ou duodécimain. C'est le chiisme qui reconnaît 12 imams. C'est pour ça qu'on l'appelle duodécimain. Aux yeux des chiites duodécimains, qui sont majoritaires au sein du chiisme, eh bien, le 12e imam a disparu. On l'appelle l'imam caché ou l'imam attendu. Il a été en fait occulté par Dieu à la vue des hommes pour le protéger des complots des califes sunnites. Et d'après la doctrine chiite duodécimaine, il doit revenir à la fin des temps pour établir la justice et la vérité en fait. Et ça fonde une dimension messianique très importante dans le chiisme duodécimain. Au sein du chiisme, comme du sunnisme aussi, il faut distinguer des variantes nationales, régionales, évidemment. L'islam maghrébin, par exemple, c'est différent de l'islam dans le Golfe, et l'islam dans le Golfe, c'est différent de l'islam en Asie. Et donc ces variantes nationales, en fait, elles sont valables à la fois pour le sunnisme et pour le chiisme. Dans le chiisme, donc qui est minoritaire, c'est environ 10-12% des musulmans aujourd'hui actuellement dans le monde, il y a aussi des variantes assez importantes, et il y a notamment deux grands pôles d'autorité religieuse, c'est les villes saintes d'Irak et notamment Najaf, et puis c'est l'Iran, et notamment la ville de Qom où il y a de très importants séminaires religieux, et on distingue même deux écoles, l'école de Qom et l'école de Najaf, qui ont des visions parfois assez différentes sur certains points de doctrine notamment. Non, il y a eu des périodes de rapprochement. Il y a eu notamment durant la période abbasside, à un moment, il a été question que l'un des imams prenne la succession d'un des califes abbassides. Donc il y a eu des formes de coopération, de coexistence qui ont été possibles. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a eu aussi un mouvement, surtout initié par des savants religieux chiites, pour se rapprocher
des sunnites, établir des dialogues. C'est ce qu'on appelle le taqlib el-mazahib, c'est-à-dire le rapprochement des écoles de droit. Il y a régulièrement comme ça des tentatives d'établir le dialogue. En général, ces dialogues sont pris à l'initiative des chiites, qui sont plus demandeurs que les sunnites. Il y a un peu une idée reçue, c'est qu'en islam, il n'y a pas de clergé. Mais en fait, sociologiquement, on voit qu'il existe un clergé aussi bien dans le sunnisme et dans le chiisme, mais cette question est importante parce que c'est en effet un des points de divergence. Dans le sunnisme, il y a des savants religieux, des clercs, qui sont chargés notamment d'élaborer la loi religieuse. D'accord ? Dans le chiisme aussi. La grande différence, c'est que dans le chiisme, l'existence du clergé, elle est fondée dans le dogme lui-même. En effet, depuis que l'imam a disparu, le 12e imam a disparu en 874, il y a une sorte de vacance à la fois du pouvoir politique légitime et puis du pouvoir spirituel. Et en attendant le retour de l'imam, c'est le clergé qui est chargé de remplir certaines fonctions de l'imam. Par exemple de lever l'impôt, éventuellement de déclarer le djihad défensif si la communauté est attaquée, mais aussi d'assurer d'une manière générale une guidance sociale et religieuse des musulmans. Et donc il y a une très forte légitimité du clergé chiite, et on ne retrouve pas ça dans le sunnisme, où persiste quand même l'idéal d'une relation directe entre les croyants et Dieu, qui fait que les hommes de religion, les clercs, qui se posent en fait en intermédiaire entre le croyant et Dieu, ont un déficit de légitimité par rapport à leurs homologues chiites. Oui, bien sûr, cette séparation, elle est importante et elle est structurante sur le plan social, mais aussi sur le plan politique, dans toutes les sociétés où il y a des chiites, en fait, que ce soit le Liban, l'Irak, le Pakistan, l'Arabie saoudite. En revanche, il y a un point très important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, la question du chiisme, elle est très, très intimement liée à la question de l'Iran. Le chiisme est devenu la religion officielle de l'Iran en 1501 avec la dynastie safavide. Et c'est en fait un fait historique qui a bouleversé les rapports entre sunnites et chiites, parce que avec l'établissement du chiisme comme religion d'État en Iran, on a la structuration progressive d'un islam chiite officiel, qui se fait évidemment en parallèle avec la structuration d'un islam sunnite officiel à l'époque dans l'Empire ottoman. Donc l'Empire safavide, l'Empire ottoman sont voisins, ils sont rivaux, et en fait ils se basent dans leur rivalité sur deux versions différentes de l'islam. Et à partir des Safavides, le chiisme a été beaucoup utilisé par les différentes dynasties iraniennes, les différents régimes politiques iraniens aussi, comme un instrument d'influence à l'extérieur de leurs frontières. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, dans l'esprit de très nombreux sunnites, être chiite, c'est soit être iranien, soit être un agent au service des intérêts iraniens. Et c'est une image qui persiste très très largement aujourd'hui, et ça explique en grande partie les rapports compliqués qui existent parfois dans des sociétés concrètes entre le pouvoir, en général aux mains de dirigeants sunnites, et puis les communautés chiites, qui sont en fait soupçonnées toujours de ne pas être loyales, d'être loyales à une puissance extérieure qui, par ailleurs, n'est pas arabe. Cette puissance donc iranienne étant par ailleurs suspectée d'avoir en fait une ambition hégémonique sur le Moyen-Orient. Pour beaucoup aussi d'Arabes, le fait que l'Iran ait adopté le chiisme comme religion d'État, ça témoigne de la volonté de l'Iran de contester aux Arabes leur statut privilégié, puisque c'est eux et c'est dans leur langue qu'a été révélée la parole de Dieu. Et les Arabes pensent que les Iraniens n'ont jamais accepté cela, et qu'au fond de s'identifier à un courant contestataire, c'est une manière pour les Iraniens de contester aux Arabes leur leadership, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans la relation entre l'Arabie saoudite et l'Iran aujourd'hui, c'est qu'on a quelque chose qui ressemble beaucoup à la rivalité qu'il y a eu entre les Ottomans
et les Safavides, et puis entre les Ottomans et les différentes dynasties iraniennes, puisque avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, on a deux États qui revendiquent chacun le leadership du monde musulman, mais au nom de deux courants différents de l'islam, et ces deux États utilisent l'islam comme outil d'influence à l'extérieur de leurs frontières. C'est évident pour l'Arabie Saoudite, qui a été à l'origine de la création d'institutions transnationales musulmanes, comme l'Organisation de la Conférence islamique, comme la Ligue islamique mondiale, et qui s'emploie plus généralement à promouvoir, notamment grâce à l'argent de la rente pétrolière, sa version de l'islam sunnite qu'on appelle le wahhabisme. Et voilà, et donc on sait toutes les conséquences que ça a aujourd'hui. Mais les Iraniens font exactement la même chose. Ils le faisaient avant la révolution islamique de 1979, ils le font aujourd'hui. La République islamique finance, soutient notamment les mouvements islamistes chiites un peu partout dans le monde. Ce n'est plus aujourd'hui une puissance révolutionnaire. Je pense que la politique d'exportation de la révolution qui a été celle de l'Iran durant toutes les années 80 n'est plus aujourd'hui d'actualité, mais en revanche utiliser les réseaux transnationaux tissés avec ces mouvements qui sont aujourd'hui souvent des partis politiques qui sont représentés à certains parlements, qui sont des forces politiques organisées dans plusieurs pays. C'est une manière pour l'Iran d'exercer son influence. On voit aussi les relations que l'Iran a pu tisser par exemple avec le mouvement Houthi au Yémen, qui n'est pas chiite duodécimain, que départ est zaïdite, mais on voit là clairement en effet une politique d'influence s'exercer de la part de l'Iran à travers en fait une diplomatie religieuse quelque part. Sur le plan de la démographie, les estimations disent que les chiites représentent 10 à 12% des musulmans, donc ils sont très clairement minoritaires. En revanche, ils sont majoritaires dans certains pays. L'Iran, bien sûr, étant le premier, mais l'Iran est aujourd'hui encore le seul pays où le chiisme est religion d'État. En Irak également, en Azerbaïdjan aussi, à Bahreïn aussi, ils sont majoritaires, les chiites, et puis ils ont une majorité relative au Liban, où ils sont la plus grande des 18 communautés religieuses officiellement reconnues. C'est un des aspects, non, mais c'est évidemment pas le seul. Et je pense qu'il faut distinguer en fait entre, au fond, la séparation entre sunnisme et chiisme comme facteur géopolitique, qui se matérialise notamment dans la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Cette rivalité elle a un impact bien sûr au niveau local, c'est-à-dire qu'elle peut déstabiliser les relations établies entre sunnites et chiites, par exemple à Bahreïn, c'est évident, au Yémen, en Irak également. En même temps, il y a des dynamiques locales autonomes, si vous voulez. Dans chaque pays, les relations entre sunnites et chiites, elles ont leur historicité propre. Elles s'expliquent par des dynamiques qui sont largement endogènes. Dans chaque pays aussi, les identités sunnites et chiites, elles se superposent respectivement à d'autres types d'identités sociales, d'autres types d'identités statutaires, d'autres types d'identités de classe, si vous voulez. Donc les identités religieuses ne sont jamais le seul facteur explicatif de toute façon des dynamiques sociopolitiques, que ce soit au niveau géopolitique, au niveau des relations entre les États, qu'au niveau, au niveau national, au niveau des relations entre citoyens dans une société donnée.